pour commencer, juste effectivement un petit. On a commencé par vous présenter un peu quelques éléments de la dynamique autour de ces sujets des IA conversationnelles. Donc déjà, il y a eu une explosion des publications, soit notamment de modèles, depuis fin de l'année dernière, avec la sortie de ChatGPT. C'est une technologie qui est assez récente, qui a été inventée par Google, par les équipes de Google en 2017, avec un papier qui est sorti fin 2017. Il y a eu quelques publications qui ont suivi pendant les 3 années qui ont suivi. Et ensuite, il y a vraiment une effervescence récente avec l'ouverture au public de cette technologie qui a aussi ouvert un peu je dirais, les yeux de tout le monde sur la puissance de ce type de solution. Voilà. Et globalement, tout le monde est dans la course, c'est-à-dire que Google, Microsoft via OpenAI, qui est en partenariat avec OpenAI, Google, Amazon, DeepMind, qui était la société qui avait fait AlphaGo à l'époque. Enfin, voilà. Les gros sont dans la course. Il n'y a pas que des gros, il y a aussi des laboratoires, des solutions open source. Si on s'intéresse un peu à un petit benchmark, nous, on a voulu regarder. Alors, c'est pas exhaustif, ça bouge tout le temps. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Il y a énormément de publications. Bedrock, par exemple, c'est très récent, là, la publication de l'AWS, enfin l'annonce en tout cas de l'AWS. Donc, ça bouge tout le temps, c'est non exhaustif, mais on voulait quand même se faire une petite idée de aujourd'hui où en est le marché. Globalement, il y a quelques accès, il y a plusieurs outils accessibles payants, notamment Azure et OpenAI et l'outil Google. Alors, via VPN, Google n'est pas encore ouvert en Europe pour des raisons de RGPD. Meta, donc Facebook, a annoncé l'ouverture en open source de son modèle. Il y a d'autres outils open source ouverts. Et là, on parle de LLM. Ensuite, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'il y a des modèles conversationnels dérivés de ces LLM? Et donc oui, il y en a pas mal, donc notamment chez Azure, chez Google, chez Meta. Donc Meta toujours en open source, Google et chez OpenAI Azure toujours en payant. Et ensuite, on a aussi mis un peu en avant un benchmark de performance de ces modèles, puisqu'évidemment, ils ne sont pas parfaits. Et il y a énormément de tests différents possibles. On en a choisi un qui s'appelle le MMLU, qui est en fait Massive Multitask Language Understanding. Donc, c'est un test qui se veut le plus généraliste possible. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que GPT-4 est en tête sur ce test-là par rapport à la concurrence. Ce qui ressort un peu de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, à date, la solution qui semble la plus pertinente d'un point de vue technologique et accès, ça reste OpenAI via Azure. La solution Meta, donc Llama et GPT-4All est aussi très, très intéressante. Open source, donc peut-être un peu plus difficile à mettre en place, un peu moins performante. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on peut retenir un peu de ce benchmark. 2 solutions accessibles tout de suite. Dans 3 mois, ce slide peut avoir complètement bougé. Donc, ça reste des choses qu'il faut surveiller de près. Bon, si on pense maintenant un peu à l'implémentation de ce type d'outil, comment ça peut se passer? Du plus simple au plus complexe. Le plus simple, c'est d'utiliser le site internet d'OpenAI. Ça, on l'a tous fait, c'est clé en main. Voilà, il suffit de se connecter, éventuellement avec les accès payants si on va avoir accès au meilleur modèle, mais c'est facile. Il suffit d'une carte bleue. L'accès API OpenAI maintenant, donc là, on revient à utiliser l'API proposée par la société OpenAI. Ça, c'est assez rapide. Les modèles sont déjà installés chez OpenAI et donc il suffit juste de faire de l'appel d'API, c'est simple. Maintenant, une solution plus compliquée, c'est de faire appel aux API Azure, API AWS. Pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce que dans ce cas-là, éventuellement, on peut demander une instance personnelle du modèle. C'est-à-dire qu'on a un modèle à nous qu'on pourra fine-tuner, c'est-à-dire qu'on pourra réentraîner nous-mêmes avec nos propres données. C'est plus compliqué, puisque là, il faut aller créer un compte dans ces infrastructures qui sont... C'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même du service, du SaaS, donc pas besoin d'avoir ces infrastructures. Et après, il y a aussi l'option open source, et là, du coup, il faut tout gérer, et l'infrastructure. Alors, on peut toujours aller installer un modèle open source sur AWS ou Azure, mais il faut quand même gérer le modèle soi-même, c'est plus compliqué, et il n'y a pas de... Je dirais, l'interface devient aussi plus compliquée, la partie data science devient plus compliquée.
Si on fait un petit résumé des avantages et des inconvénients de chaque solution, donc du plus simple au plus complexe, évidemment, quand on va vers le plus complexe, il y a plus d'avantages. Si on fait du solution clé en main, on n'a pas de modèle personnalisé, la confidentialité est moyennement garantie. Bon, ça, c'est pas encore très clair. L'hébergement en Europe, on peut oublier. La scalabilité, pareil. Si on utilise l'API OpenAI, donc là, on a du modèle personnalisé, on a de la confidentialité. Par contre, on n'a pas l'hébergement en Europe et on n'a pas forcément le scaling. OpenAI reste petit. Ils ont des coûts d'infrastructure qui sont colossaux au regard de la taille de la société. Et donc, ils n'offrent pas une disponibilité permanente et colossale sur leur modèle. Par contre, dès qu'on va aller vers du Azure et du AWS, eux, c'est leur métier. Donc là, on peut avoir on peut avoir du modèle personnalisé. Oui et non, AWS, il va falloir vérifier. L'annonce est récente. Euh, les fonctionnements exacts de l'offre n'est pas encore très clair. L'hébergement en Europe, oui, ils ont des serveurs en Europe, le scaling est garanti, ils ont les infrastructures qui vont bien. Et l'open source, idem. Là, pour le coup, on maîtrise tout. Donc toutes les coches sont vertes. Mais donc on voit bien qu'il y a quand même un trade-off entre complexité d'installation et, je dirais, qualité du service. Un rapide focus sur les coûts. Là, je vais aller vite. On a testé les deux offres un peu disponibles aujourd'hui. C'est OpenAI. Donc là, on souscrit directement le contrat avec la société OpenAI. Ou alors avec la société, on contrat via Azure. On a accès au modèle OpenAI, mais le contrat se passe avec Azure. Donc, sur les données, sur les coûts, il y a 3 types de coûts. Les coûts d'entraînement, c'est-à-dire les coûts pour aller apprendre des choses au modèle avec des données personnalité, les coûts à l'utilisation, donc c'est je pose un prompt au modèle, il me renvoie une réponse, et le coût d'hébergement. Sur les coûts d'entraînement, c'est pas vraiment comparable. Il y en a un qui facture en page, l'autre en heure d'entraînement, donc les choses sont pas vraiment comparables. À l'utilisation, on voit que OpenAI est 6 fois plus cher. Par contre, il n'y a pas de coût d'hébergement chez OpenAI et il y a 24 000 € par an chez Azure. On a une équivalence de coût à 650 000 pages par an. Bon, ça dit pas grand-chose. Le chiffre est quand même peut être intéressant éventuellement pour se projeter un peu. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les modèles des acteurs ne sont pas stabilisés, voire non communiqués. Azure et Bard, par exemple, aujourd'hui, AWS et Bard, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien ça va nous coûter. Il n'y a pas vraiment d'homogénéité dans les coûts. Ce sont des choses à surveiller de près et qui vont évidemment être dimensionnantes plus tard pour la mise en place d'éventuels business models autour de ces solutions-là. Voilà, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant, on va parler de cas d'application. Je crois qu'on a une question. Ah. Ouais. Donc, quel est le niveau de confidentialité qu'on peut avoir avec un modèle personnalisé? Alors, si je reviens sur ma slide. Donc, sur un modèle personnalisé dans Azure, la confidentialité est garantie à 100%. C'est-à-dire qu'on a un serveur qui n'est pas à nous, mais on a en tout cas une zone qui nous est réservée, sur laquelle est installé notre modèle. C'est le modèle avec les paramètres d'apprentissage initiaux fournis par OpenAI. Et si on va réentraîner ce modèle ou si on fait travailler ce modèle, il reste fermé dans Azure, dans notre zone à nous. Et donc, personne ne peut y avoir accès, personne ne peut le réutiliser. Et personne n'a ni aux données qu'on envoie, ni à notre modèle entraîné sur nos données. Et donc, la confidentialité est totale. Voilà, dans la mesure où on fait confiance à Azure. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, globalement, tout le monde fait confiance à ces acteurs-là, puisque beaucoup de gens ont des données chez eux. Voilà. Donc, globalement, chez Azure et chez AWS, on a un niveau de confiance très, très élevé sur la confidentialité. Voilà. Chez OpenAI, la société est plus jeune. Bon, normalement, ils ont à peu près les mêmes niveaux de garantie sur le modèle personnalisé OpenAI. Mais bon, voilà, la société étant plus jeune, forcément, il y a peut-être un peu plus de doutes ou de vérifications à faire. J'espère que tu comprends la question, sinon, n'hésitez pas à relaxer. C'est bon. Cas d'application. Donc, on a listé pas mal de cas. On a listé 7 cas d'application. Avec des petites vidéos, on fait fonctionner l'outil qu'on va vous montrer. D'abord, je voudrais juste faire une petite aparté sur le prompt. Comment bien prompter? Il faut avoir des choses en tête. L'outil est très sensible au prompt. Une petite variation de prompt peut avoir de grandes conséquences sur le résultat. Il y a plusieurs bonnes façons de faire. Il n'y a pas une méthode qui réalise toutes les tâches. Et
Et la stratégie, nous, qui marche le mieux, c'est vraiment le test and learn. Tester, regarder si ça marche, tester, regarder si ça marche. Il y a beaucoup de documentation disponible. Voilà. Donc, globalement, voilà, là-dessus, c'est assez ouvert. Et je pense que le côté un peu prompt engineering n'est pas encore complètement stabilisé. Néanmoins, il y a des méthodes un peu passe-partout qui fonctionnent plutôt bien. Nous, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on vous propose ici. Et donc, dans les exemples qui suivent, on a pris un prompt donc, en 4 étapes. Première étape, on lui dit « agis comme telle personne ». Ensuite, on lui demande de réaliser telle tâche, donne la réponse sous tel format et prend tel ton, donc tel niveau de langage. Voilà. C'est globalement, voilà, vous allez voir, ça fonctionne plutôt bien. C'est un truc assez standard. Alors, premier grand cas d'usage, du coup, des LLM, création et gestion de contenu, évidemment. C'est IA générative, effectivement, ça génère, ça crée. Donc, on peut lui faire de la rédaction d'articles, la description de produits. Alors, évidemment, je le précise, hein, mais ça paraît évident, on n'est pas du tout exhaustif sur les use cases. C'est des exemples, il peut y en avoir plein d'autres. Regroupement, donc je continue. Regroupement automatique de données, de produits, mise en cohérence de contenu. Voilà. Donc nous, là, ce qu'on a voulu illustrer, c'est la partie regroupement automatique de données de produits. Alors si je... Donc là, c'est sous format de vidéo. On a fait ça pour éviter les temps d'attente de recherche de l'outil. Voilà. Donc là... On utilise GPT-4. Oui, on utilise GPT-4. Et version connectée à Internet ou pas, selon les vidéos, j'essaierai de le préciser. Donc, de ce cas-là, donc on a pris 30 produits, que j'ai 30 descriptions de produits d'une base de données open source, de produits Sephora, et je lui demande de me classer ces produits en 4 catégories. Et je lui demande de me répondre sous la format d'un tableau qui contient l'ID du produit et la catégorie du produit. Voilà. Donc, on avance. Donc là, il me dit « Ok, j'ai compris la tâche ». Ensuite, je lui donne ma table. Alors, vous voyez, la table, c'est très bourrin. Je fais un copier-coller depuis Excel avec le numéro du produit, le descriptif, et ensuite, sans lui donner plus d'informations que ça. Donc là, il cherche, et voilà. Et donc, à partir de là, il commence à générer. Et donc là, vous voyez, il génère, donc Sephora, donc évidemment, on est sur des produits type soins pour la peau, parfum, ce genre de choses. Et donc, il fait le tableau sous le bon format. Il me met bien les 4 catégories que je lui ai demandées. Il liste bien les 30 produits et les catégories sont exactes. Voilà. Donc, sur ce use case-là, on voit comment de lui-même des catégories de produits, de la catégorisation de produits. Ça, c'est un use case hyper intéressant, notamment pour une plateforme de e-commerce. Il y a beaucoup de personnes qui labellisent, gèrent la taxonomie produit. Ça peut être un use case intéressant d'automatisation. Deuxième use case, alors celui-là, pour le coup, il est aussi très mis en avant parce que ça fonctionne très très bien. C'est la partie support au développement. Donc tout ce qui est code informatique, les LLM génèrent du texte parlé et génèrent aussi du texte informatique, des langages informatiques. Donc il y a le use case principal dont on a entendu parler, c'est l'autocomplétion, c'est-à-dire je commence à coder quelque chose, l'outil automatiquement me propose la suite. On peut aussi faire du text to code. Je lui demande en langage naturel de coder quelque chose, par exemple une page internet, il produit le page internet, éventuellement la page CSS si je te demande. Code to text, donc je lui donne du code, explique-moi ce que ça fait. La réécriture de code, soit vers le même donc avec de la refactorisation ou de l'amélioration de code, de l'écriture de commentaires, ou je peux aussi faire de la réécriture vers d'autres langages. Bon. On a voulu illustrer, nous, code to text, réécriture et commentaires. Voilà. Donc, je vais vous montrer le use case. Donc là, donc à nouveau, je lui mets mon petit prompt d'introduction qui lui explique un peu la tâche et le contexte. Voilà. Donc là, je vais lui copier-coller. Alors, voilà. Bon, je lui ai copié-collé donc. Je lui ai copié-collé un petit langage Python, un petit script Python qui
fait de la décomposition d'un montant en pièces pour avoir le minimum de pièces. Voilà, bon. Un truc assez classique. Et je lui demande, donc là, je lui fournis le script Python et je lui demande de me l'expliquer. Vous voyez qu'en plus, le script, là, j'ai plus d'indentation, j'ai plus rien. Enfin, c'est vraiment du texte brut. Et il arrive à m'expliquer ce que fait le texte. Voilà. Je passe, hein, mais bon, voilà, croyez-moi, en fait, ça fonctionne et il fait correctement la tâche. Donc ensuite, deuxième tâche que je lui demande toujours dans le même contexte, je lui demande de me réécrire le code de façon plus compacte et de le commenter. Et donc là, il le fait bien. Voilà, il écrit effectivement le code de façon plus compacte, commenté. Alors, il le fait bien. Pour la petite histoire, il y a des choses un peu inversées là dans ses conditions. Donc, bon, c'est pas parfait. Voilà. L'objectif, hein, c'est pas de vous survendre l'outil non plus, c'est aussi de vous montrer ses éventuels défauts. Euh, Là, effectivement, sur le code, il se trompe un peu. Tout est logique, mais il y a une petite inversion à la fin entre différents opérateurs. Bon. Et il m'explique en plus les parties un peu clés du code. Enfin, c'est quand même, le résultat est quand même assez bluffant. Donc, voilà pour la partie code. Donc, un autre use case, support client et chatbot. Effectivement, ChatGPT est un chatbot. Donc là-dessus, il y a du potentiel. Un use case, donc, on peut faire de l'automatisation du support client ou interne d'ailleurs, hein. De l'accompagnement technique, de la FAQ dynamique. Voilà. Il y a plein d'idées possibles là-dessus. Donc, on a voulu illustrer, nous, la FAQ dynamique. Alors là-dessus, j'ai choisi de faire un use case avec de lui demander de se faire passer pour un support customer de Jira, parce qu'en fait la documentation Jira est bien présente sur Internet. Je lui ai ouvert Internet et je lui ai demandé d'aller me chercher des informations sur Jira. Et je lui demande de créer, comment je peux créer des nouvelles issues, donc ça c'est des objets dans Jira, avec un fichier CSV. Euh, donc là, il m'explique comment faire. Alors vous allez voir, à la fin de ce petit point 1, il y a un lien ici. Parce que vous voyez, alors en haut, je lui demande de me donner ses sources. Et donc là, effectivement, il me donne la source. Le petit 1, là, il est cliquable. Et derrière, il y a une source, et c'est la bonne source, et ça renvoie bien sur la page de Jira, qui explique ça. Et donc lui, il est allé chercher la page Jira, il m'a sorti ça. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il y a encore des défauts, hein. Ici, il fait un truc un peu bizarre. Bon. Mais à la limite, peu importe, le reste est quand même globalement juste, et avec le bon lien. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ensuite, je lui demande un exemple. Là, il me donne un exemple et il m'explique ce que je dois mettre dans les différents champs. Super intéressant. Et dernier point, je lui donne un CSV et je mets des erreurs dedans. J'ai copié-collé un CSV exemple de la page support Jira et j'ai mis des erreurs. J'ai intégré des erreurs et je lui demande, bon, j'essaye de créer des issues avec ce CSV-là, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Et il me répond, il me trouve effectivement les erreurs. Voilà, alors, il y a des erreurs qui étaient interprétables de différentes façons. Est-ce qu'il fallait enlever des guillemets ou changer une virgule en point-virgule? Bon, il choisit une interprétation. Effectivement, là, il ne voit pas qu'il y a plusieurs interprétations possibles de l'erreur. Mais quand même, il trouve les erreurs et il me renvoie le CSV corrigé au bon format pour pouvoir créer mon issue automatiquement dans Jira. Voilà, donc là, quand même assez fort. Alors, bon, ça suppose d'avoir sa documentation disponible sur Internet. On peut imaginer aussi d'avoir réentraîné le modèle avec sa documentation en interne et du coup d'avoir son propre modèle en interne. Évidemment, si la documentation n'est pas sur Internet, l'outil ne l'a jamais vue et donc il ne pourra pas la produire. On continue donc avec un autre use case.
il y a de la traduction, on peut faire de la documentation de produits ou de la documentation de ce qu'on veut en fait. On peut faire aussi de l'adaptation de contenu à différents publics. Donc, on avait pris un use case, nous on va vous illustrer la traduction et l'adaptation de contenu à différents publics. Voilà, donc ici, alors là je passe en français. Bon voilà, peu importe, hein, l'outil marche dans les deux. Voilà. Et donc là, ce que je lui demande, je lui dis qu'il est responsable marketing d'une plateforme e-commerce, qu'il a reçu un mail écrit en anglais, il doit le traduire en français. Voilà. Et je lui demande de prendre un ton plus formel. Donc là, je lui envoie le mail, la note en anglais. Hein. Bon, évidemment, je ne l'ai pas écrite moi-même, celle-là. Hop. Et donc là, il commence à la traduction. Bon, je ne vous ai pas fait lire la note en anglais, mais bon, la traduction est juste. Hein. Et donc là, vous voyez, ton formel, il arrive effectivement à adopter un ton assez formel. Nous espérons que ce courriel vous trouve en bonne santé. Bon, c'est même un peu trop formel. Nous écrivons aujourd'hui pour faire part d'une nouvelle les plus exaltantes. Traduction marche bien. Et maintenant, donc, on continue. Il finit sa traduction. Je l'ai même arrêté en cours de route. Je lui demande de faire une nouvelle traduction avec un ton familier. Et alors là, vous voyez, il est capable de changer de ton, de changer de niveau de langage. Salut, on espère que tout roule pour toi. On a une super nouvelle qui devrait te mettre le sourire aux lèvres. Blablabla. Bla bla. Bon. Et donc, ça. Alors, la vidéo s'est arrêtée, voilà. Et donc, il génère et globalement, il arrive à bien réadapter un texte à un nouveau public. Voilà, use case aussi très intéressant. Si on a différentes catégories de clients, par exemple, et qu'on veut pouvoir faire des communications un peu spécifiques par client, très intéressant comme fonctionnalité. J'avance. Alors, sur les systèmes de recommandation, donc ça, l'idée, c'est d'avoir un système qui permet soit à quelqu'un qui viendrait sur une plateforme de e-commerce, de faire des offres personnalisées ou même de faire des systèmes de recommandation type de ce qui existe sur les plateformes Netflix ou les plateformes de diffusion de musique. Voilà. Et donc là, on est plus sur une question de produits complémentaires, c'est-à-dire mon client a déjà consommer tel ou tel produit ou visionner ou écouter telle ou telle vidéo ou musique, comment je lui propose des choses complémentaires. Donc là, on lui a fait un use case, donc on lui a dit qu'il était un reviewer de cinéma, qu'on allait lui donner une liste de films et qu'on allait lui donner un film et qu'il faudrait qu'il trouve le descriptif du film, qui me donne un film similaire dans la liste uniquement sur la base des commentaires. Bon, là, il se trompe un peu, il commence à générer automatiquement alors que c'est pas ce que je lui avais demandé, mais bon, pas très grave. Donc là, un petit piège, je lui demande un film, je lui parle d'un film et je lui demande de me retrouver sa revue et de me proposer un film similaire. Il ne le trouve pas, effectivement, bien vu, le film n'était pas dans la liste. Donc là, il s'en sort bien. Maintenant, deuxième essai avec un film pour le coup qui est dans la liste. Et là c'est là qu'on voit un peu la limite de l'outil. En fait, il ne va pas me retrouver le commentaire de la liste. Il va aller me chercher un commentaire qui est probablement vrai et qu'il génère automatiquement depuis ses données d'entraînement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été entraîné sur des données Internet, alors qui datent de 2021. Mais donc là, pour le coup, je ne lui ai pas donné accès à Internet dans cet exemple. Il n'arrive que des données jusqu'à 2021. Mais ce film-là date d'avant 2021. Donc, en fait, il ne me génère pas le commentaire du haut. Il me génère mince, je n'ai pas arrêté, attends. Il me génère en fait quelque chose qu'il a vu par ailleurs. Et pareil, le film similaire, il ne le trouve pas en haut. Bon. C'est pour aussi vous montrer un peu les limites. Ce test-là, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a des fois où il trouve, des fois où il ne trouve pas. C'est un peu aléatoire. Donc là, on voit le côté manque de fiabilité aussi sur certains use cases. Mais on sent le potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il y arrive. Donc comment, et comme ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'avec du meilleur prompting, on ne peut pas réussir à lui faire dire à chaque fois ce qu'on veut et à le fiabiliser? Peut-être. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer des choses qui marchent bien. Nouveau use case, donc gestion de la connaissance. Donc là, ça c'est un use case qui peut être hyper intéressant, qui est à mon sens un peu moins mature aujourd'hui.
Et en gros, c'est faire de la recherche documentaire, synthétiser de l'information, faire de l'analyse de données autour. Mais là, évidemment, quand on dit recherche documentaire, c'est faire de la recherche sur énormément de documents. Il le fait déjà un peu quand il est connecté à Internet, mais bon, comment est-ce qu'on... Pour l'instant, le use case ne me semble pas hyper clair. Et voilà, donc là, nous, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est ce qu'on peut faire pour de l'analyse de données. Alors, sur de l'analyse de données, on lui a donné le prompt comme d'habitude, pour lui donner le contexte. On lui a donné un dataset de sales, de vente de produits, je crois que ça vient d'un dataset open source de produits Adidas. Voilà, donc vous voyez, il y a des ventes, il y a des montants, nombre de produits vendus, des volumes de vente. Donc là, il marche bien, il dit OK, j'ai bien le dataset, pose les questions. Je lui pose ma question, je lui demande la moyenne des sales. Alors là, c'est hyper intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, il comprend où sont les sales de chaque magasin. Il est capable de les identifier, de les lister. Il arrive à compter le nombre d'entités, le nombre de lignes. Donc là, a priori, il a toutes les infos pour faire le calcul et il se trompe. Le résultat, c'est 86 000, je crois. Je l'ai fait sur Excel. Et tous ces montants-là sont justes. Et ce chiffre-là est juste. Voilà. Et donc là, ça c'est un point hyper important à bien garder en tête. ChatGPT, les LLM ne font pas de mathématiques. Ils font du next token prediction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils essayent de prédire le mot d'après le plus probable. Et alors, je ne sais pas par quel miracle, mais là, il y a un petit côté magique. Il arrive à trouver un résultat approximatif qui n'est pas très loin. Mais ouais, il ne faut pas compter sur ce genre d'outils pour faire des mathématiques et pour faire des calculs. Ça, c'est un truc hyper important à bien avoir en tête. Mais il est quand même pas si mal. Et ça, c'est assez impressionnant qu'en faisant juste du next token prediction, en fait, il soit pas si mauvais en calcul. Par contre, ce qu'on peut lui faire, il est bon en code, donc on peut lui demander d'écrire le script MySQL qui va réaliser la tâche. Bon, voilà. Un peu en conclusion sur l'analyse de données. En fait, c'est plus comme ça qu'il faudrait le voir en outil d'analyse de données, c'est poser une question en langage naturel. Il serait capable, éventuellement, alors il faudrait faire des tests plus approfondis, mais bon, cette requête, a priori, elle est juste. Il est capable de faire des requêtes MySQL et donc d'aller requêter des bases de données sans faire le calcul lui-même. Et dernier use case dont on voulait vous parler, c'est le traitement de documents. Donc, traitement de documents, on peut faire de l'extraction d'informations clés, de la classification de documents, du résumé de documents. Là-dessus, encore une fois, on a une petite vidéo. Donc là, on a pris une liste de descriptions de jobs, d'offres d'emploi, et on lui demande d'extraire à chaque fois 3 compétences dans chaque offre. Et on lui donne le format, donc on veut 4 colonnes avec l'ID de l'offre d'emploi et les 3 colonnes suivantes qui sont les trois compétences qu'on lui a demandé d'extraire. Petit arrêt là, comme vous pouvez le voir, il y a des caractères il y a des caractères mal encodés là. Donc ça, juste gardez-le en tête, ça va être important pour la suite. Donc là, il cherche. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il cherche. Ça, c'est un exemple que je lui avais ouvert Internet et il va chercher des choses sur Internet. Bon, là, pour le coup, ça, je me l'explique pas et je ne sais pas exactement ce qu'il va chercher. Mais bon, à la limite, peu importe. À la fin, il arrive à réaliser la tâche. Donc, il me fait le tableau, comme je lui ai demandé, avec les bons ID. Je lui ai pas donné au début le nombre d'offres dans la liste. Il va faire le tableau avec le bon nombre d'offres. Et il va extraire des compétences pertinentes. C'est un reproche qu'on pourrait lui faire, il n'extrait pas toujours les compétences les plus pertinentes. Par exemple, ici, il m'extrait au moins 5 ans d'expérience. Un humain, on aurait demandé à un humain d'extraire des compétences, il n'aurait probablement pas retenu cet élément-là. Mais bon, voilà. Et encore une fois, peut-être qu'avec un meilleur prompt, on aurait pu éviter d'avoir ce type d'information dans le tableau.
Donc voilà, le résultat n'est pas parfait, mais globalement de très bonne qualité. Voilà. Et donc du coup, alors sur ce même sujet-là, petite question un peu avant. Une question qui demande, quelqu'un qui demande si si tu demandais de régénérer la réponse par rapport au calcul de moyenne, est-ce qu'il t'est ressorti le même chiffre? très bonne question. Alors à tester. À tester, on va peut-être pas le faire là parce que le temps est En tout cas, il compté. y a un risque qui te donne pas la bonne Ah, il y réponse. a un fort risque qui ne donne pas la même réponse. Il y a un fort risque qui ne donne pas la même réponse. Peut-être c'est à l'image un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur les LLM. Donc, vu que ces modèles sont basés sur les LLM, c'est-à-dire qu'on a possibilité de paramétrer le modèle pour qu'on augmente la part d'aléatoire dans ses réponses. Donc, si on fige le modèle de telle sorte qu'il choisisse toujours la réponse la plus probable, il y a de fortes chances, à ce moment-là, c'est même sûr et certain, qu'en lui reposant exactement la même question, on obtienne exactement la même réponse. Par contre, si le paramètre du modèle, où on va forcer un petit peu la part d'aléatoire, qu'elle soit un peu plus importante, c'est-à-dire qu'on va forcer en fait le modèle à sélectionner des mots qui ne sont pas forcément les plus probables dans la distribution des mots les plus probables que le modèle fournit, et ben à ce moment-là, exactement le même prompt peut donner en output des réponses différentes. Donc, ce qu'il faudrait vérifier, c'est si ce paramétrage. Alors, je sais qu'OpenAI met à disposition ce qu'on appelle un playground, où on peut s'amuser avec ces modèles et varier nous-mêmes ce paramétrage de la part d'aléatoire dans les outputs, dans les sorties du modèle. Ce qu'il faudrait vérifier, c'est si par défaut, quand on utilise ChatGPT, ce paramètre est fixé de telle sorte qu'un prompt donné fournira toujours exactement la même réponse sur une nouvelle session. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que reformuler la même question dans la même session, le modèle va avoir aussi, le modèle a une certaine mémoire, c'est-à-dire que les différents prompts qui ont pu être donnés dans la même discussion vont avoir un impact. Donc, la suite des questions que vous avez posées va avoir un impact sur les réponses qu'il va fournir. Donc, c'est pour ça que pour faire ce test, ça nécessite de réinitialiser une nouvelle session avec ChatGPT, de mettre la question, de vérifier sa réponse et ensuite de lancer une nouvelle session, pas uniquement de simplement répéter la question à la suite. Pas d'autres questions. Donc, par rapport au cas d'usage qui est lancé au Romain sur l'extraction de données, là, ça marche bien sur du texte plat, parce que c'était un copier-coller, mais sur des documents physiques. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas la possibilité de faire cette manipulation. Il y a d'autres types de solutions qui existent. Nous, on va vous en présenter une, qui est un petit outil qu'on a fait chez Nextra, mais il y a d'autres solutions que la nôtre. Il y a j'ai en tête l'américain Kili qui fait aussi de l'extraction de données. Donc, on va juste vous montrer un peu comment ça peut marcher aussi sur un document physique. Ouais, très bien. Donc, attends, coupe la vidéo, s'il te plaît, pendant. Ouais, donc, pour remettre, si vous voulez, un petit peu de contexte sur notre solution. Donc, ce qui s'est passé depuis début d'année 2023, c'est que l'équipe data science chez Nextra s'est lancée dans le développement d'un outil pour faire ce qu'on appelle le NER. Alors, le NER, ça a été évoqué tout à l'heure, on se rappelle, c'était dans la slide sur les différents use cases, à savoir le computer vision et le NLP. Et en particulier, il y avait côté NLP, en fait, la tâche qui consiste à extraire des entités d'intérêt dans un texte donné. Aujourd'hui, c'est un cas d'usage qu'on voit partout et qui peut notamment servir pour tout ce qui est traitement automatique de bases de données documentaires. Donc, à savoir, par exemple, extraction automatique d'informations clés dans une facture, typiquement. Notre solution ici consiste en plusieurs fonctionnalités qui vont essayer en fait de traiter ce problème-là. La première des fonctionnalités, finalement, c'est de classifier les documents en entrée de notre modèle, à savoir qu'on a pris parti pour entraîner autant de modèles sur un cas d'usage donné qu'il y a de typologies de documents différentes. Ça aide beaucoup les modèles et ça nous permet en fait d'avoir des meilleurs résultats in fine. Donc la classification de documents. On a également tout ce qui est propre à l'auto-labelling, et ça fera je vais l'évoquer plus en détail dans la foulée, mais ça va faire en fait notre transition avec ChatGPT
et les différents cas d'usage qu'on peut imaginer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser et pour entraîner un modèle de NER, on est obligé effectivement de labelliser des centaines, voire parfois des milliers de documents. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on est face à un cas d'usage qui a déjà été traité en interne par une équipe métier, et auquel cas, en fait, les données ont déjà été labellisées à la main, et auquel cas, on peut utiliser un module qu'on a appelé ici, nous, l'auto-labelling, qui permet en fait directement de capitaliser ces données et directement d'entraîner un nouveau modèle avec des données qui ont, par le passé, déjà été rentrées en base. On a la possibilité, et on va le voir plus tard, de labelliser effectivement manuellement chaque document. Et aujourd'hui, donc grâce à Romain, on a vu quelques tests un petit peu bac à sable de ChatGPT. Mais aujourd'hui, dans nos activités chez Nextra, on utilise, ou en tout cas, on est en train d'intégrer la possibilité d'utiliser ChatGPT pour annoter automatiquement des nouveaux documents. Donc ça serait pour une solution de NER, mais ça peut facilement être imaginé pour d'autres types de use cases. C'est un use case intéressant parce qu'on sait souvent dans des projets de data science à quel point, les données, c'est le nerf de la guerre, et parfois, le fait de pouvoir les annoter de manière assez correcte et automatique, c'est un réel gain de temps. Donc voilà, ça c'était pour le contexte, avec la transition avec ChatGPT. Très rapidement, forcément, l'extraction, donc c'est la fonctionnalité principale en fait de la solution, ce qui permet de faire du NER à proprement parler. Et si on va plus bas, le déploiement de notre solution et l'entraînement de nouveaux modèles. Donc ça, c'est la page d'accueil de l'outil. Ce que je propose maintenant, en fait, c'est d'aller plus loin et de faire en fait une démo de comment se comporte l'outil face à un nouveau document, à savoir ici une facture qui a été simulée, on peut le dire, c'est-à-dire que c'est une fausse facture. Ici, on voit qu'on a drag and drop un nouveau document dans l'outil. Donc on peut le visualiser. Donc on a une facture, ma foi, assez classique avec les différentes colonnes, les différents champs, en fait. Et nous, on se contente, par exemple, ici, de récupérer les montants, quelques libellés présents dans la facture, les dates, etc. Et ce qui se passe, donc là, le modèle est en train de tourner. Et ce qu'on voit, alors, le temps tourne, donc je ne vais pas être exhaustif et regarder précisément si les champs, où étaient les champs dans le document. Mais voilà, le document, les champs ont été bien extraits. Et transition jusqu'à la fin, c'est la possibilité de labelliser nous-mêmes en fait des nouveaux champs pour un document donné. Voilà. Bon, encore une fois, transition avec ChatGPT, on envisage de rajouter la fonctionnalité pour labelliser automatiquement les documents pour nos use cases. Exactement. Et cette labellisation ensuite sert derrière nous à entraîner nos propres modèles de NER, spécifiquement sur ce nouveau dataset labellisé. Et comme on a pu discuter rapidement dans le chat, et on va discuter ensuite par la suite, on va en discuter aussi par la suite dans les slides qui arrivent. Le gros avantage de ces modèles type ChatGPT, c'est l'aspect multitâche. Et ce qu'il faut, parfait, autant en parler tout de suite maintenant. Dans les potentiels et limites technologiques, pour faire un peu la conclusion de ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, le principal potentiel que vraiment on veut mettre en avant, c'est cet aspect vraiment multitâche. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait plusieurs tâches possibles dans le monde du NLP, que ce soit de la traduction, que ce soit du NER, donc de l'extraction d'entités dans un texte, que ce soit de l'analyse de sentiments, etc. etc. Romain nous en a fait la démonstration sur différents use cases. Et c'est vraiment ça le principal potentiel, c'est que finalement, ces modèles-là sont capables de réaliser plusieurs tâches dans le monde du NLP. Ça change un peu du paradigme initial où, pour chacune des tâches du NLP, on avait des modèles spécialisés. Le trade-off, la contrepartie, c'est que souvent, les modèles spécialisés à une seule tâche restent un peu plus performants que les modèles type ChatGPT. Donc voilà, il y a un trade-off entre diversité, hétérogénéité des use cases possibles et qualité du modèle sur une tâche donnée. Dans les autres potentiels identifiés, l'aspect few-shot learning, on en a aussi parlé là dans la conversation
dans le chat Teams. C'est l'idée de se dire, c'est la capacité d'utiliser les modèles qui sont déjà entraînés par exemple par OpenAI, si on prend l'exemple, et de pouvoir ce qu'on appelle les fine-tuner, les adapter à nos propres use cases à partir d'un nombre d'exemples limité. Alors, quel est le nombre d'exemples adéquats pour que le modèle qui est adapté à nos propres use cases soit satisfaisant, soit performant? Ça va dépendre de la tâche. Mais de manière générale, pour des tâches qui sont assez similaires à ce que fait déjà le modèle LLM ou ChatGPT, une poignée d'exemples, moins d'une dizaine, peuvent suffire pour rendre le modèle opérationnel sur notre propre use case. La grande accessibilité, ça, comme on a pu le voir, hein, si on est en capacité d'écrire des requêtes en langage naturel, on est en capacité d'exploiter les modèles type agent conversationnel comme ChatGPT. Et les capacités de raisonnement impressionnantes, ça aussi, on a pu l'illustrer avec les différents use cases que Romain nous a montré. Quand on lui donne un bout de code et qu'il est en capacité de nous détailler étape par étape la logique de chacun des bouts de code, ça montre quand même cette capacité de raisonnement. Et en termes de limites, par contre, on en a aussi plusieurs. Et la plus importante, celle qu'on met en avant, c'est le côté, donc, avec la grosse étiquette fake, ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que souvent, on peut avoir des réponses d'agents conversationnels de ChatGPT qui ont l'air plausibles, qui sonnent plausibles, mais pour autant qui ne sont pas factuellement exactes. C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre non plus pour argent comptant totalement la réponse de ces agents conversationnels et d'y apporter un certain regard critique. En termes d'autres limites, après, on en a cité quelques-unes. Je me permets juste parce que Ouais, ça peut répondre à la question est-ce que ChatGPT peut faire des analyses de synthèse, d'enquête et de satisfaction? Par exemple, et sortir des chiffres de tendance. Effectivement, il le peut, mais avec des pincettes pour regarder quand même. Supervision, pas prendre pour argent comptant. Et les autres limites qu'on a mis en avant, il y en a plusieurs non plus, c'est pas exhaustif, mais l'idée d'inclusion de biais propres aux données d'entraînement, c'est qu'évidemment, in fine, les modèles sont entraînés sur un corpus documentaire. Donc, ils vont avoir tendance à reproduire les patterns, les comportements qu'on retrouve dans ces données d'entraînement. Donc, si à l'intérieur de ces données, il y a des biais qui peuvent être sexistes ou racistes, il y a un risque que le modèle reproduise ces biais-là. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que OpenAI, par exemple, sur les modèles GPT, a mis suffisamment de barrières, de filtres pour justement empêcher des réponses discriminantes, mais c'est quelque chose qui peut encore exister. Limite de la taille du prompt d'entrée, effectivement, on n'a pas une taille infinie et les modèles n'ont pas une mémoire infinie de la discussion, de la conversation que vous avez avec eux. Plus les modèles évoluent, on passe de GPT-2 à GPT-3 à GPT-4, et plus on va avoir tendance à avoir également une mémoire de la conversation et des prompts d'entrée acceptables qui va grandir. Et pour autant, ce n'est pas infini. C'est pour ça que parfois, sur des tâches extrêmement complexes qui demandent beaucoup d'échanges avec l'agent conversationnel, on peut être amené à finalement créer une discussion d'une certaine taille, d'une dizaine ou quinzaine d'échanges, mais dépasser ça, il peut y avoir un oubli de la part du modèle, et c'est pour ça qu'on peut être amené à synthétiser ce qui a été discuté sur les 10-15 derniers échanges pour faire en sorte que le modèle garde artificiellement le contexte de la conversation en mémoire tout au long de l'échange qui peut être très long. Et enfin, la sensibilité à la formulation du prompt, ça Romain on a parlé tout à l'heure, c'est effectivement l'idée que pour réaliser une même tâche, si on a des formulations du prompt qui sont différentes, ça peut pousser à des questions, à des réponses de la part des agents conversationnels qui sont aussi différentes. Donc voilà, la bonne formulation du prompt a un impact très important, et c'est pour ça que là, la meilleure méthodologie adoptée, c'est un peu le test, le trial and error, c'est tester plusieurs formulations pour réussir à voir si on obtient une réponse qui nous convient. Il y a aussi le côté ambiguïté. Le modèle, il est souvent dans l'incapacité de désambiguiser par lui-même une question qui serait peu claire. Si on lui pose une question peu claire et que la réponse logique serait de dire est-ce que vous pouvez détailler précisément la question sur tel ou tel aspect, le modèle va plutôt tenter de répondre quand même à la question qui présente de l'ambiguïté en entrée. Et la dernière slide, avant de partir sur le mot de la fin, c'est sur l'aspect sécurité et confidentialité. Donc, le premier, gérer la confidentialité de modèles entraînés avec les données de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un modèle entraîné avec des données d'entreprise peut être en mesure de reproduire les données qu'il a vues en entraînement. Donc, sa confidentialité doit être au même niveau que celle des données d'entraînement. Ensuite, ne pas fournir de données confidentielles aux services en ligne, sans une vérification préalable de l'usage qui en est fait. Les services comme OpenAI ne gardent pas toujours la confidentialité des données injectées dans les prompts, et les données peuvent être potentiellement utilisées pour l'entraînement des modèles publics. C'est notamment une distinction qui, je crois, aujourd'hui est paramétrable quand on utilise directement le front d'OpenAI et qu'on utilise ChatGPT sur
sur le site web. Initialement, ce qui était prévu, c'est que les prompts que vous rentrez dans la plateforme pouvaient être derrière utilisés pour réentraîner des modèles. A priori, c'est une distinction qu'il y avait notamment avec l'utilisation de l'API, qui est lorsque vous utilisez l'API d'OpenAI, donc quand vous passez par la méthode de programmation pour faire appel aux inférences, aux résultats du modèle, à ce moment-là, les prompts que vous envoyez n'étaient pas utilisés pour le rentraînement des modèles. Donc voilà, faut bien avoir conscience de ça aussi. Et enfin, vérifier l'adéquation des données envoyées au prompt avec les conditions d'utilisation des services. Ça fait référence à ce que je disais par rapport aux propos discriminants, par rapport aux propos racistes, etc. Il y a une politique stricte sur les données non acceptées, notamment par exemple les questions ou conversations touchant des sujets illicites. Ces conversations-là sont interdites sur la plateforme. Donc attention aux données transmises non générées, notamment par une organisation, par ses salariés. Par exemple, l'utilisation de commentaires de clients mécontents qui n'auraient pas été screenés à l'avance par rapport à cette potentielle inclusion de termes non acceptés. Ok. Juste très rapidement, tout d'abord, merci d'avoir suivi notre masterclass. Encore toutes nos excuses pour l'incident technique. Vous pourrez retrouver notre support en fait sur notre site internet, sur Nextra, dans la rubrique Académie, puisqu'en fait notre objectif c'est de construire un écosystème et toujours de diffuser de la valeur. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette académie-là, sur cette plateforme-là. On met souvent du contenu d'ailleurs. Je crois que Pablo va expliquer le concept encore de NLP prochainement. Lucas a expliqué ce qu'est fait le machine learning. Donc, on fait souvent des contenus comme ça. On fait des clubs, on essaie de réunir en tout cas un maximum de personnes et d'acteurs justement sur des questions voilà, qui nous semblent fondamentales sur le digital, sur la technologie, sur les RPA. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rendre dessus, à vous rendre sur cette plateforme. Nous, de toute manière, vous pouvez aussi envoyer vos questions si jamais vous en avez. Je vais vous mettre une adresse mail pour que vous puissiez nous recontacter si vous avez encore des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, je vois qu'on a une dernière question de Pierrick dans le chat pour répondre rapidement. Comment fonctionne le branchement Internet? En fait, il faut voir le branchement Internet. Alors, comme vous dites dans la question, effectivement, ces données ne font pas partie de l'entraînement du modèle. Finalement, le branchement Internet, c'est donner la capacité à ChatGPT de prendre connaissance de textes que vous n'auriez pas explicitement écrit dans votre prompt, mais qui est disponible sur Internet. Donc, c'est l'équivalent de vous qui feriez l'effort d'aller sur la page Internet, de copier-coller le texte et de le mettre dans votre prompt. Par exemple, en lui demandant est-ce que tu peux me faire une synthèse de cet avis client, et vous allez vous-même sur la page Internet pour sélectionner l'avis client, etc. Là, finalement, vous lui demandez juste est-ce que tu peux me faire une synthèse de l'analyse client en lui donnant le lien du site. Lui-même va être en capacité d'accéder au site et d'accéder au texte. Mais effectivement, ce n'est pas du texte qui fait partie de l'entraînement des modèles. Et voilà. Et enfin, encore une fois, merci. N'hésitez pas à nous suivre, à aller sur cette académie-là. On republiera encore pas mal de contenu. Et enfin, nous, c'est un sujet, par exemple, là, aujourd'hui, dans Masterclass IA qu'on a fait en 1 heure, mais on fait aussi des formations de patients sur mesure pour justement acculturer des départements, des équipes, à tout sujet qui soit lié à la data ou à la transformation. Et bien sûr, on fait aussi du conseil en transfo sur des sujets bien précis. Donc, on a accompagné déjà plus de 35-40 clients dans plusieurs secteurs. On fait plusieurs projets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.